Bonjour mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour à tous. Je suis Claude Carin, j'ai créé ce podcast des amis de la fête de la gastronomie en fin d'année 2018. Ce podcast est le tout premier dédié à la fête de la gastronomie Goût de France, mais pas que. Et je vous remercie beaucoup de nous écouter. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce podcast ? Des interviews, des porteurs de projets pour la fête de la gastronomie, des chefs de cuisine, toutes les personnes qui sont dans les filières de la cuisine, de la gastronomie, passionnés par leur métier et qui ont envie de partager leur passion. Vous tous qui avez envie de parler cuisine et qui ne dites jamais rien, alors je vous propose de vous inviter pour une interview dans un de nos épisodes. Osez le faire. Ce podcast fait partie de l'association des amis de la fête de la gastronomie, créée en mars 2017, dont l'objectif est de faire connaître la fête de la gastronomie Goût de France au plus grand nombre et que cette fête populaire arrive dans chaque foyer et dans chaque cuisine. Dans cet épisode numéro 11, je reçois Monsieur Anthony Allebet, directeur général de Corpus Solutions. Corpus Solutions est une start-up toulousaine qui développe l'application pour smartphone El Picto. L'innovation au service de la communication. À la suite de l'interview d'Anthony Allebet, je vous parlerai du prochain épisode tout aussi passionnant. Alors, Anthony Allebet, que fait-on avec El Picto ? L'intérêt ici, il est triple. On donne de l'autonomie aux jeunes, on va donner une notion, une appréhension du temps et on va donner du répit aux parents. On va faire en sorte que le papa ou la maman qui sont en train de préparer le repas puissent le faire dans un confort et dans un petit moment de répit. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer cette notion du temps tout en restant dans quelque chose de très naturel. At this point in the evening, we are going live all the way across America and Canada for the American Music Awards. So let's show them what you can do, Cleveland. This is called Invisible Touch. Mes amis de la fête de la gastronomie, aujourd'hui, je reçois Monsieur Anthony Allebet. Bonjour Anthony, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de parler dans cet épisode de notre podcast. De quoi allez-nous vous parler aujourd'hui ? Alors déjà, merci de m'avoir invité. Je vais vous parler d'une application qui s'appelle El Picto, qu'on a développée dans le cadre de ma startup qui s'appelle Corpus Solutions et qui est une application qui fait de la traduction du langage oral en images. Donc, très concrètement, c'est une application qui est téléchargée sur téléphone et sur tablette et qui, lorsqu'on lui parle, va traduire l'ensemble des mots qui vont sortir de ma bouche sous forme d'images pour permettre une meilleure compréhension pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et donc, notamment, on va parler d'autisme, de troubles du langage, de dysphasie, etc. Je retiens la personne qui a le téléphone dans la main parle, et donc il y a une traduction sous format pictogramme. Exactement. L'idée, c'est que les familles qui sont, donc moi qui suis verbal, je vais pouvoir engager une interaction et une communication avec un jeune qui est lui non verbal, de telle sorte qu'en conservant la relation visuelle et l'attention avec lui, je vais pouvoir me servir d'El Picto pour traduire mes mots par des images, lui présenter le téléphone pour qu'il puisse comprendre ce que je lui dis. Et dans le sens inverse, il va pouvoir se servir d'El Picto pour aller piocher dans les
quelques images qui sont dans sa base d'images et construire sa bande phrase et exprimer une demande. Ah oui, très, très, très intéressant. Oui, je n'avais pas bien compris que effectivement la communication se faisait commencer de manière verbale pour les gens les personnes qui voulaient engager la conversation avec des personnes porteurs de handicap ou non verbaux ou pour toutes sortes de raisons qui ne peuvent pas s'exprimer. Ah oui, c'est intéressant. Alors j'imagine il y a un vocabulaire, peut-être des constructions de phrases quand même pas trop compliquées. Comment est-ce que ça se passe? Alors, très simplement, il y a d'abord un référentiel. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre à la majorité des cas, que sont les actions de manger, de marcher, le fait de parler d'une pomme, le fait de parler d'un téléphone, d'un doudou, tout ça, ça correspond à un référentiel de mots qui sont enregistrés dans le système. Donc, il faut savoir qu'avec El Picto, on a un partenariat avec un éditeur qui est québécois, qui s'appelle Ideo Picto et qui nous a fourni une base de 3000 images. Et cette base de 3000 images, elle sert de socle de communication et d'interaction avec ces jeunes. Et donc, effectivement, on est sur une communication qui est bidirectionnelle. C'est-à-dire que moi, verbal, je vais me servir de cette base de 3000 images pour m'exprimer et m'adresser à lui. Et lui, non-verbal, il va s'appuyer sur une présélection de favoris, c'est-à-dire 10, 15, 20 en fonction de son niveau de compréhension, des images, pour que lui puisse s'adresser à moi, exprimer une demande et dire je veux ma maman, je veux manger, je veux aller faire pipi. Très, très intéressant. Denis, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben là, c'est génial, puisqu'on disait qu'une image vaut 1000 mots, mais là, ce sont les mots qui valent des images. Ça, déjà, de pouvoir retourner à la fois, vraiment, dans tous les sens, cela, c'est extraordinaire. Oui, là, c'est plaisir, quoi. Vraiment plaisir. Merci. Ouais. Alors, il faut savoir qu'on j'ai pour habitude de dire que, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion. Ouais. On parle d'inclusion finalement des personnes, les personnes en situation de handicap dans la société. Ouais. Moi, j'ai presque envie de dire qu'on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait de l'inclusion inversée. C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité à vous qui êtes ordinaire de rentrer dans la vie de ces personnes en situation de handicap pour venir partager ce que eux ils ont en plus et qu'ils sont en capacité de venir vous apporter. C'est une très bonne. Oui. Allez-y, je vous en prie. On s'appuie justement sur cette capacité de mettre en place un langage universel qui est basé, comme je vous l'ai dit, sur les bases de 3000 images, plus l'ensemble des images que je vais pouvoir aller prendre avec l'appareil photo pour recharger dans El Picto et puis pour personnaliser un petit peu ce référentiel de mots. Et donc, l'objectif, c'est que par ce lien de partage entre moi, le papa, entre l'instituteur, entre le psychologue, entre l'orthophoniste, mais finalement, je vais partager ce référentiel de mots pour faire en sorte que mon gamin, que l'enfant puisse finalement aller dans chacun de ses lieux de vie et en quelque sorte partir avec son package de communication. Et donc, c'est pas lui qui l'a dans sa poche, c'est finalement l'ensemble des gens qui sont autour de lui qui vont s'adapter à lui. Oui, absolument. Oui, je comprends cette notion d'inclusion inversée. On arrive avec notre discours qui va être transformé en pictogramme pour aller communiquer avec lui. C'est pas lui qui fait qui fait la démarche. Enfin, peut-être c'est possible aussi, hein, il peut le faire. Il peut faire les deux sont vraiment intéressants. Alors, j'imagine vous avez fait des tas de tests. Est-ce que le niveau de communication peut être, j'allais dire, évolué. Par exemple, est-ce que on peut mettre en mots un poème, peut-être pas très compliqué, ou voyez? Alors, vous avez raison. En fait, effectivement, on a mené un certain nombre de tests. On travaille avec une belle association toulousaine qui s'appelle Impact et qui accompagne au quotidien une centaine de jeunes. Centaines de jeunes qui ont des niveaux de compréhension qui sont divers. C'est-à-dire que l'autisme, en tant que tel, c'est un spectre dans lequel on a des gens qui ont un niveau de compréhension très bas et des gens qui ont un niveau de compréhension un peu plus élevé. L'objectif d'El Picto, c'est de pouvoir s'adapter en fonction de ces cas. On est sur un outil de communication. La vocation de cette appli-là, c'est de pouvoir s'intégrer dans la société et faire en sorte que dans la société, finalement, quand j'ai besoin d'interagir, je sors mon téléphone, je sors ma tablette et je mets en place ce protocole. On est sur des besoins primaires. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un niveau de compréhension très bas, on va pouvoir interagir avec lui pour comprendre pourquoi il y a un trouble de comportement qui est en train de se diriger
et comment on peut faire pour baisser un petit peu le niveau émotionnel et rentrer dans une phase finalement de questions-réponses. Déjà pour lui montrer qu'on essaie d'exprimer et de comprendre ce qui ne va pas. Et par exemple, quand vous êtes dans une grande surface et que votre enfant est en train de s'énerver, c'est pouvoir lui poser des questions. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu vas aller aux toilettes? Et en définitive, rentrer dans cette phase d'échange pour réduire ce niveau d'énervement et finalement améliorer tout simplement, je dirais, la qualité de vie des familles, la qualité de vie des professionnels qui travaillent au quotidien avec ces gens. Ouais. Et vous avez pu justement tester ces situations parfois un peu délicates? Alors, moi personnellement, j'interviens sur les aspects purement techniques, c'est-à-dire que j'aime les équipes techniques. Il y a un petit peu d'intelligence artificielle forcément pour faire de la traduction du langage en images. Bien évidemment, ça se fait pas simplement avec un outil. Il faut vraiment une intelligence qui vient automatiser toutes ces démarches-là. Mais on travaille au sein de l'association et on a lancé une expérimentation auprès de 10 jeunes pour essayer de comprendre comment ça se passe avant El Picto, comment ça se passe avec El Picto et comment ça se passe après El Picto. Tout ça pour identifier qu'on a réussi à améliorer plusieurs choses. Le niveau de compréhension, on sait qu'avec l'utilisation d'El Picto, dans la mesure où on a un message qui est persistant à l'écran, c'est-à-dire que la parole, depuis que j'ai commencé à parler, finalement, c'est parti dans les airs et il n'y a rien qui reste. Vous voyez ? Alors que si j'utilise El Picto, je parle et que j'affiche mes pictogrammes, eh bien, voilà, exactement. Et là, la parole reste. Elle reste à l'écran et les pictogrammes restent à l'écran, ce qui permet d'avoir une meilleure attention de la part de l'enfant qui a ce stimuli-là. El Picto devient un stimuli sur lequel viennent s'afficher l'ensemble des informations. Il y a une meilleure compréhension qui est engagée. Et dans la mesure où il y a une meilleure compréhension, notre objectif final, c'est tout simplement d'améliorer, je l'ai déjà dit, la qualité de vie. La qualité de vie des familles pour faire en sorte que dans leur quotidien, cet outil devienne un assistant, un intermédiaire qui va permettre de dénouer un certain nombre de situations, surtout aussi de faciliter l'arrivée dans une phase d'autonomie. On a des outils tels que les séquentiels et les rituels qui vont permettre justement, sur des étapes très simples, de venir découper en étapes et faire en sorte que le gamin, progressivement, il gagne de l'autonomie sur le fait de se préparer le matin, de l'autonomie sur le fait de faire ses lacets, de l'autonomie sur le fait de suivre un certain nombre de rituels que nous, on fait tout naturellement le matin quand on se lève, on sait dans quel sens on doit mettre nos habits. Ouais. Est-ce que l'outil téléphone, tablette est bien pris en compte par l'enfant ou l'adulte qui a des problèmes de communication? Oui. Alors, il l'est d'autant plus que c'est un outil qui est déjà pas mal utilisé dans ces milieux-là, dans les familles. C'est-à-dire que les jeunes ont déjà souvent des tablettes sur lesquelles ils utilisent pour de la rééducation notamment, pour de la communication aussi. Il y a d'autres outils qui existent c'est-à-dire la communication du non-verbal vers le verbal et du verbal vers le non-verbal. C'est là qui est la différence en quelque sorte d'El Picto. Donc, ils sont déjà enclins d'utiliser et habitués à utiliser ce type d'outil-là. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que, en définitive, El Picto n'arrive pas uniquement sur l'appareil de l'individu, du jeune, mais qu'il arrive aussi sur les appareils des parents, des grands-parents et de l'ensemble des intervenants. De telle sorte qu'en définitive, c'est pas l'enfant qui part avec son référentiel, mais que ce soit réellement les personnes environnantes qui évoluent avec le référentiel de l'enfant. Oui, je vous posais cette question parce que hier j'étais donc à Vauvert et on a eu une présentation d'un outil, alors pas du tout électronique, un outil papier, crayon, qui s'appelle Makaton. Oui. J'imagine vous connaissez ça. Absolument. Oui. Et alors je n'ai pas, après c'était en fin de journée, je n'ai pas pu aller discuter avec la dame formatrice pour lui demander si elle connaissait El Picto. Mais tout de suite quand elle a commencé à sortir ses pictogrammes, je dis ah bah tiens voilà El Picto en format papier, crayon, ciseaux et tout ça. Donc c'est oui. En fait, vous avez découvert l'ADN d'El Picto. Vous avez découvert le point de départ. Le point de départ, c'est que avant El Picto,
ils échangeaient déjà avec des images, ils échangeaient déjà avec des pictogrammes, mais avec des pictogrammes qui sont des éléments plastifiés, du matériel, qu'il faut prendre du temps à préparer Oui. quand on veut le personnaliser, c'est-à-dire qu'il faut prendre la photo du papa, la découper, la coller et la Absolument. mettre sur le site. Oui. La vraie difficulté de ça, c'est qu'en définitive, le classeur qui va contenir l'ensemble de ces images-là, c'est quelque chose qui est relativement volumineux. C'est quelque chose qui est avec un nombre fini d'éléments et qui, pour pouvoir évoluer, va nécessiter qu'on prenne un peu de temps pour imprimer et ainsi de suite. La vocation d'El Picto, c'est une extension de ça. C'est-à-dire qu'on ne vient pas abandonner le classeur qui est déjà utilisé et qui potentiellement déjà rend un certain grand nombre de services. On vient faire l'extension de ce classeur-là pour que dans la communication quotidienne, en tout lieu et en tout temps, c'est ça qui est très important. Oui. C'est en tout lieu et en tout temps, je me balade avec un référentiel de plusieurs milliers d'images pour finalement réduire de cas où, en définitive, il va me manquer le mot, l'image dont j'ai justement besoin, mais qui est planqué sous un canapé parce qu'il est tombé hier soir quand j'étais devant la télé. Absolument. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que bon, si j'avais eu un peu de temps, non pas pour taquiner la dame, mais pour lui dire, est-ce que vous connaissez El Picto? Bon, je ne l'ai pas fait, mais parce que je dis, bah voilà, c'est vraiment El Picto. On a tout, comme vous le dites, Anthony, on a tout dans la poche, on a le référentiel dans la poche et on n'est pas à court de pouvoir communiquer avec ces enfants ou ces personnes qui ne peuvent pas communiquer. Donc voilà. Mais je voulais vous entendre justement sur questions à poser. Vas-y, Denis. J'ai 2 questions à poser à Anthony parce que ça a réveillé. J'ai bien entendu quelque chose qui me paraît essentiel. C'est justement cette différence entre échapper, ce qui s'échappe et ce qui est permanent. Dans l'idée. Ça, c'est une notion qui est importante. Et moi, j'ai une question puisque justement, il se trouve que moi, je vais faire un travail mais avec des personnes beaucoup plus âgées et je pense que ça peut être intéressant justement aussi de se servir de ce moyen pour échanger et pour partager, surtout avec ceux qui ne seront pas forcément là carrément valides, quoi. Donc, est-ce que il y a une possibilité, d'après vous, parce que ça me paraît tout simplement génial, justement pour pouvoir échanger, partager, à la fois dans la permanence et dans l'immédiat. L'outil El Picto, comme je disais, c'est un outil de communication. Pour pouvoir communiquer, on parle de référentiel depuis tout à l'heure. Le référentiel, c'est l'élément qui va permettre à 2 individus de se comprendre parce qu'ils ont ce même référentiel et qu'ils ont ce même niveau de connaissance de ce moyen technique pour communiquer. Le Makaton dont on parlait tout à l'heure est effectivement quelque chose de très intéressant parce que dans les échanges d'un certain nombre de jeunes qui utilisent le Makaton, il va marcher dans certains cas, il ne va pas marcher dans d'autres. Parce qu'il y a le niveau de compréhension qui est nécessaire pour pouvoir adapter et en définitive, c'est comme un langage en fait. C'est comme l'anglais, c'est comme l'allemand. Il y a des jeunes qui discutent avec le Makaton, il y en a d'autres qui discutent avec d'autres méthodologies et notamment d'autres bases de pictogrammes. Et je pense à ça aux éditions Milmo et je pense à ça à Idéopicto qui sont d'autres éditeurs d'images qui sont très utilisés par les familles d'enfants autistes. Et donc pour revenir à votre question sur l'âge de la personne en face. On peut imaginer l'utilisation d'El Picto dans un EHPAD, par exemple, où en plein milieu de l'après-midi, il fait chaud, vous avez le personnel d'accompagnement qui arrive et qui crie à l'oreille de Madame Michu, parce qu'elle est un petit peu dure d'oreille, qui lui crie « Est-ce que vous voulez boire ?» Voilà. Mais le fait de crier à l'oreille de Madame Michu, en fait, vous instaurez une démarche émotionnelle qui est assez particulière. C'est-à-dire que ça peut être agressif parfois pour l'ensemble des personnes qui sont autour. Néanmoins, si vous vous approchez en disant « Madame Michu, est-ce que vous voulez boire ?» Vous parlez à votre tablette, vous présentez la tablette à Madame Michu qui est en capacité de comprendre ce qui se trouve sur la tablette. Et en définitive, il n'y a plus cette démarche agressive, entre guillemets. Alors, c'est presque… Absolument, c'est une agression, oui. Voilà. Mais on rentre dans une démarche d'interaction basée sur des outils nouveaux qui vont permettre cette fois-ci, comme on l'a dit, de transformer quelque chose qui s'échappe vers quelque chose qui reste et qui, tant qu'il n'a pas été capital, reste présent à l'écran. Oui, ça c'est capital et c'est superbe justement parce qu'il y a vraiment un échange continu
Et en même temps, cette permanence, effectivement, puisque ça peut rester. Et voilà, chapeau. Merci. Et vous savez, il y a un adage qui dit tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parlait du Makaton tout à l'heure, qui est un acteur du marché, qui est reconnu dans le monde de l'autisme et des troubles de la communication, qui est un outil déjà instauré. Et l'idée, c'est que si on arrive à créer ce réseau pour faire en sorte que la technologie rencontre des bases d'images, en définitive, on crée une complémentarité de toutes ces solutions-là pour faire en sorte que chacun, quelle que soit sa différence, sur un spectre de l'autisme où effectivement on peut avoir un éventail assez large de gens avec des niveaux de compréhension, des niveaux d'attention complètement différents, c'est que la combinaison de tous ces acteurs du marché, alors c'est presque idéal, ce que je raconte, idéaliste, mais c'est de faire en sorte que tous ces acteurs du marché puissent se parler et construire ensemble la chaîne qui va faire en sorte que dans la communication, quelle que soit la condition, quel que soit le profil, le caractère des fois, mais on ait des outils qui soient cohérents et qui se coordonnent et qui fonctionnent ensemble. Oui. Est-ce que vous avez présenté El Picto, par exemple, à des membres de l'éducation nationale? Parce que j'imagine dans les écoles… Absolument. En fait, il faut savoir que on a une démarche qui est de dire que pour qu'El Picto fonctionne, moi, la stratégie, j'aime pas trop ce terme-là. Je sais que l'enjeu, c'est que si El Picto rentre à l'école, on fait en sorte que, comme c'est un point central de cette organisation, c'est-à-dire que les enfants, dans le cadre des plans autisme récents, on facilite leur accessibilité au milieu scolaire. On les met dans des classes ordinaires et on fait en sorte de leur amener, grâce à une AVS, la capacité de suivre les mêmes cours que les autres et finalement de pouvoir rentrer à l'école. Donc, il faut créer ce chaînage et cette interaction qui va avoir lieu entre l'école, entre la maison et entre l'ensemble des lieux de vie sur lesquels le jeune va se rendre. Donc, évidemment, on va lancer deux expérimentations pour le coup. La première, au niveau d'une école maternelle dans laquelle on a l'intégration de jeunes dans des classes ordinaires et une classe qui est pilotée par un IME, un institut médico-éducatif. Et l'idée, c'est de démontrer comment El Picto peut faciliter la vie de ces jeunes dans la classe et surtout des personnels également, les personnels enseignants et les AVS. La deuxième expérimentation, c'est dans un lycée professionnel. Oui. Voilà, dans un lycée professionnel. Pardon. C'est à Toulouse, un lycée professionnel qui forme des jeunes au métier de la restauration. Donc, ça va faire une belle suite à donner. Voilà, vous tendez la perche, on allait y venir. Je vous laisse, allez-y. Voilà. Donc, on va démarrer une expérimentation avec une équipe éducative, pour le coup, qui est très dynamique et qui cherche des solutions d'inclusion pour faciliter l'accessibilité au monde professionnel. Et donc, l'objectif et l'intérêt de la démarche, c'est très simple, c'est que dans un métier où on prépare on prépare dans une structure où on prépare au métier de la cuisine, de la restauration, on sait qu'aujourd'hui, pour préparer une recette, c'est un séquentiel. Il y a une fiche technique. Exactement. Et donc, l'objectif de notre démarche, c'est de traduire cette fiche technique sous forme d'un applicatif, d'un séquentiel dans lequel le jeune, en autonomie, il va pouvoir suivre l'ensemble des étapes de cette fiche technique au même rythme, voire à son rythme à lui, et faire en sorte qu'à chaque moment, il ne soit pas perdu dans un amoncellement d'informations. Il a l'information qu'il a besoin quand il en a besoin. Très, très bien. Et donc, pour faire le lien avec le championnat du monde de la chocolatine, vous avez déjà travaillé sur le sujet. Parce que j'imagine, je sais pas, mais j'imagine qu'il y a des concurrents peut-être porteurs de handicap ou des autistes qui se sont inscrits. Non, alors j'ai rencontré Géraldine Laborde qui prépare la Coupe du Monde. Géraldine qui vient de les artisans du devoir. Voilà, exactement. La Ligue fraternelle des artisans. Oui, voilà, la Ligue fraternelle des artisans, vous avez raison.
Voilà. Et Géraldine a eu donc cette idée finalement de créer un concours dans lequel un certain nombre d'acteurs, alors il y a des professionnels, il y a des amateurs qui vont dans chacune de ces catégories-là se confronter pour créer la chocolatine ou le pain au chocolat en fonction de là où on vient en France, voire même dans le monde. J'ai découvert qu'au Canada, on appelait ça également une chocolatine. Et donc l'idée, c'est de concevoir un produit, alors qui est soit déstructuré, revisité, ou un produit qui est très traditionnel et basé sur un cahier des charges assez strict. Et l'idée, voilà, c'est de préparer la meilleure chocolatine et de décerner le prix du meilleur artisan et du meilleur fabricant de chocolatine. Et les valeurs qui sont portées par cette Ligue fraternelle des artisans sont des valeurs de partage, des valeurs qui rejoignent finalement ce que moi j'essaie de porter, ce que nous on essaye, parce qu'en définitive c'est les équipes Epicto qui portent ces valeurs-là de partage. Et donc elle nous a proposé, et bien évidemment on a accepté, de nous parrainer en quelque sorte sur la Coupe du Monde de la chocolatine et de découvrir qu'en définitive mais la cause du handicap, la cause de l'autisme, la cause finalement de ces personnes-là, elle est portée également par des personnes ordinaires. Et donc, on va à la rencontre, en définitive, d'un public qui est un public de gens très minutieux, des meilleurs ouvriers de France, des gens qui ont été gratifiés par ailleurs dans leur spécialité, mais qui ont une fibre qui porte vers le handicap. Et l'objectif de cette démarche-là et l'intérêt que nous, on y trouve, c'est de pouvoir, en quelque sorte, encore une fois, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter d'en parler, évoquer l'autisme, évoquer les gens merveilleux qui travaillent autour de l'autisme, évoquer les gens qui, comme dans l'association Impact à Toulouse, ont pour vocation et qui passent des heures et des heures chaque jour à accompagner ces jeunes, à trouver les meilleurs moyens pour mieux les intégrer dans la société, pour mieux les intégrer dans le monde professionnel. Et voilà, et ce sont ces valeurs-là qu'on veut partager. Très beau plaidoyer, Anthony. Alors, c'est nous qui vous remercions. Vous avez très bien dit les choses. Alors, on parlait de chocolatine bleue tout à l'heure. La chocolatine bleue et El Picto, il y a quelque chose qui se passe au milieu. Alors, le projet, effectivement, c'est que la Coupe du Monde qui va avoir lieu le 27 mai, donc ça nous laisse quelques jours encore de préparation, mais effectivement, il y a une petite animation qui va avoir lieu sur la conception d'un produit un peu novateur, un produit un peu différent, qui est la chocolatine bleue. Donc, il y a un grand chef qui a conçu une recette de cette chocolatine qui a cette spécificité d'être bleu, qui est donc le bleu étant la couleur qui est portée par ces gens merveilleux qui travaillent autour de l'autisme. Et donc, au cours de la Coupe du Monde, sera présentée cette chocolatine. Et nous, ce qu'on essaie de faire, et ce qu'on va arriver à faire, parce qu'on n'essaye jamais, il faut y arriver, c'est préparer justement tout le séquentiel qui va faire en sorte que chacun, lorsqu'il va télécharger le Picto, ils sont en capacité de récupérer finalement la recette de la chocolatine bleue et puis à son niveau tenter de la reproduire et ainsi de suite. Alors, ça veut dire que vous allez être sur place. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre ce projet pour que, a posteriori, les gens qui ont El Picto dans la main, dans leur appli, puissent travailler avec? Comment est-ce que vous allez travailler? Alors, c'est très simple. Le schéma tel qu'il est en train de se dessiner, je dois peut-être pas trop en dire pour pas. Non, oui, vous avez raison. N'en dites pas trop. Voilà. Il va y avoir des belles surprises, justement autour de cette thématique-là. L'idée étant de faciliter et de présenter le travail des artisans et de voir que la combinaison de sachants professionnels et leur idée de partage à mon avis, c'est quelque chose qui est merveilleux parce que ça va permettre potentiellement de faire naître des vocations. Vous voyez ? Oui, je vais vous poser un petit peu cette question, Anthony, pour nos amis autistes qui vont écouter l'épisode et qui disent il faut qu'on soit là pour voir comment ça se passe, comment est-ce qu'ils vont faire. Vous voyez, c'était dans ce sens-là. De toute manière, on ne peut que leur dire venez.
à ce championnat du monde. Il va y avoir des trucs, des choses un peu extraordinaires. D'abord, il y a des grands chefs qui sont là. Il va y avoir beaucoup de monde. Il y a pas mal d'équipes. Et donc, chers amis, venez à l'hôtel. C'est l'hôtel Palladia. Hein, oui. le 20. Un événement qui passe à Toulouse. Voilà. Avec Toulouse qui va être pour l'espace d'un moment la capitale mondiale de la chocolatine et du pain au chocolat. Moi, je suis nordiste de naissance. Alors, vous voyez, j'essaie de par certains écarts, de me travestir en disant, en employant le mot de chocolatine. Mais voilà, c'est une occasion merveilleuse de faire de belles rencontres. Nous, notre rôle au sein de la journée, donc effectivement, on va y passer toute la journée pour être à côté des chefs, pour encore une fois parler de notre projet, de notre vision, parce qu'on a une vision assez large aussi de ce qu'on doit être capable de faire pour améliorer les choses. Et encore une fois, c'est un moment de partage. Ça se passe à Toulouse, c'est à l'hôtel Palladia qui est le partenaire de l'opération. Et c'est voilà l'occasion de venir échanger avec nous. Et je crois bien que Claude, vous serez par là aussi. Oui, je suis là. Je fais partie d'un jury. Géraldine m'a demandé de faire partie d'un jury. Vous imaginez, il n'est pas question de ne pas être là. Non, c'est extraordinaire. Et puis la chocolatine bleue résonne avec le livre qu'on a mis en œuvre avec Joseph Chovanec, Je cuisine un jour bleu. Et d'ailleurs, Géraldine m'a demandé pour les gagnants, leur sera remis un livre Je cuisine un jour bleu. Ça, c'est vraiment bien. Mesdames, messieurs, venez à l'hôtel Palladia le 27 mai, le matin. Hein, même, je crois que c'est un peu toute la journée. Hein. Voilà, c'est plutôt l'après-midi. C'est-à-dire qu'il y a une décomposition en 2 étapes. Voilà. Oui. Peut-être vous pouvez dire un petit peu le déroulé. Non, effectivement, c'est un jury qui est composé alors de plusieurs dizaines de personnes qui vont donc 2 jurys, un jury technique et un jury dégustation. Le jury technique qui va juger de ce qui se passe dans les cuisines, ce qu'on ne va pas forcément pouvoir voir parce que pour le coup, c'est pas forcément ouvert au public. Oui. Il y a des phases de préparation. On ne conçoit pas une cuisine de cette qualité-là en étant toutes les 2 minutes embêté par les… Voilà. C'est normal. Il va y avoir cette réception qui va avoir lieu le matin, très tôt. Je découvre, oui, j'ai vu, très tôt, à 5 heures. Exactement. Donc, il va falloir se lever tôt pour gagner. Et pendant cette matinée-là, les acteurs de la journée, les candidats vont concevoir leurs produits de très grande qualité. Et l'après-midi, les jurys seront organisés pour déguster ces dizaines, voire ces centaines de chocolatines déstructurées, chocolatines traditionnelles, et faire en sorte d'identifier en toute anonymat le grand vainqueur de cette Coupe du Monde. Oui. Pour en avoir parlé un petit peu avec Géraldine, c'est vrai qu'il y a un défi entre chocolatine, pain au chocolat. Bon, ça c'est pour le côté un petit peu rigolo. Où, comme on dit maintenant, il va y avoir un battle anglaise sur la chocolatine et le pain au chocolat. Mais comme vous l'avez d'ailleurs précisé, Anthony, ce qui est beaucoup plus important, l'important de la chose, c'est le partage, c'est la transmission, c'est la mise en valeur, la mise en avant de toutes ces professions. Et le but, pour moi, un des buts, c'est d'inciter nos jeunes, porteurs de handicap ou pas d'ailleurs, d'aller vers ces métiers dits manuels que l'on a tant décriés. Et c'est encore un petit peu vrai, c'est moins vrai maintenant, mais quand même, tout le monde ne peut pas être chirurgien, avocat, expert comptable ou que sais-je, ou astronaute, et que on peut parfaitement faire une très très belle carrière dans ces métiers dits manuels. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et pour moi, l'important de ce type d'événement, c'est ça, c'est la mise en valeur. Un petit peu comme et la fête de la gastronomie, c'est de la mise en valeur de toutes les filières qui participent à nous nourrir.
Alors, aussi avec le plaisir, parce que la chocolatine, le pain au chocolat, c'est vraiment une nourriture de plaisir, de petit déjeuner, de 4 heures, de goûter. Ou alors, si on se couche pas du tout, eh ben voilà, on va pas. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça l'idée, une grande rencontre de professionnels qui vont montrer à des gens qui ne sont pas professionnels toute la beauté de ces métiers. Qu'est-ce que tu en penses, Denis? Ah ben, moi, je suis emballé puisque j'ai déjà exprimé le fait que, alors déjà, c'est pas seulement toute catégorie de personnes, c'est intergénérationnel. Ça, déjà, c'est extraordinaire parce que ça concerne effectivement ce qu'on a dit. Les enfants, les tout jeunes, les autistes, les personnes de tous bords, et puis y compris ce que j'ai posé comme question tout à l'heure, y compris des personnes beaucoup plus âgées. Et c'est vrai aussi que je pense qu'elles ont toujours ce même plaisir justement à participer et à découvrir ça. Là, il n'y a pas de limite d'âge. C'est pas de 7 à 77 ans comme dans Tintin ou le journal Tintin, quoi. Là, c'est vraiment non, c'est ouvert à tout le monde. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. C'est vraiment ce moment d'échange, ce qu'on a dit, à la fois permanent et immédiat, ce qui est quand même une sacrée, un sacré challenge, quoi, à faire. Et puis, justement, ça, c'est magique, quoi, parce que je crois que les personnes vont vivre effectivement des moments très forts et vont pouvoir effectivement s'apprivoiser, quoi. Voilà, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire découvrir, s'apprivoiser, patienter, avancer, avancer très vite, même pour certains, quels qu'ils soient. Bah, ça, c'est c'est que du bonheur. Hein. Alors ça m'amène une question, Denis. Je pense qu'Anthony, vous ne me contredirez pas. Denis, si tu devais faire des photos, une photo dans cette journée, ou même une série de photos dans cette journée, sachant que les épreuves commencent, comme le disait Anthony, à 5 heures du matin, et que l'après-midi il y a les jurys, il y a dégustation. Bon. Comment est-ce que tu verrais ton plan de travail pour le photographe que tu es? Alors justement, la photographie aussi, c'est normalement un instantané. Et moi, je ferai un instantané de tous les moments. Alors ça s'appelle en français, le terme n'a pas été vraiment traduit, mais c'est ce qu'on appelle un time-lapse en anglais. C'est-à-dire, je ferai vraiment un moment non seulement mobile et continu de tous ces éléments, en passant des coulisses à l'endroit où tout le monde est, etc., en permanence, c'est-à-dire avec un découpage dans le temps qui fait qu'on aurait en accéléré tous ces moments forts, mais qui resteraient permanents et qui se dérouleraient en permanence. C'est-à-dire on aurait cette espèce de témoignage à la fois du temps très court et à la fois du temps très long. Donc, c'est des photos en continu qui s'assemblent avec une certaine vitesse de manière à avoir une espèce de, pourquoi pas non plus d'accélérer comme ça se faisait dans les films muets, mais là, c'est pas un film muet puisqu'il y a langage et puisqu'il y a image. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je ferais un film continu avec une certaine cadence à la limite, pour montrer justement à quel point ça peut être lent dans certains cas et comme ça peut être accéléré dans d'autres cas. Donc, cette espèce de mouvement, ce témoignage du mouvement et du temps qui passe en boucle finalement, et ce qui fait que ça ne s'arrête pas. On est au départ, on fait la construction, on a le résultat, on a le côté gustatif, on a les récompenses et on a le point de départ qui revient. Ce serait une espèce de cycle qui correspondrait, je pense, bien à El Picto, qui est cet échange permanent et cette solidité justement à la fois du mouvement et à la fois de ce côté où on peut, entre guillemets, figer un petit peu, c'est-à-dire on a le temps de regarder, on a le temps de comprendre, même si la parole s'est arrêtée. Voilà. Et en plus, tu mettrais en évidence un acte de création. Voilà. Total. Mais surtout, c'est l'échange continu, quoi. C'est l'échange continu. Justement, ça se fait pas à un moment. Ça s'arrête pas à un moment. C'est vivant, quoi. Ça reste vivant. Je crois, c'est l'idée fondamentale qui est dans El Picto, si j'ai bien compris, et qui est aussi dans l'humanité de ce message porté par ce Anthony, médium, quoi. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Anthony?
Je pourrais pas être là. Je pourrais pas le faire. Non, mais c'est le. Je le regrette. Vous l'avez compris, le point commun, c'est la transmission et l'échange. La transmission parce que chacun a quelque chose à apporter à l'autre, et l'échange parce qu'on est tous égaux. Et en définitive, mais sur cette belle journée, il va y avoir une transmission de la production et des artisans vers les jurys et vers l'ensemble des acteurs et même des spectateurs qui vont venir découvrir ces beaux métiers. On a parlé d'artisans pâtissiers, mais je sais que sur la Coupe du Monde, il y aura d'autres publics divers et variés, avec des métiers de la restauration, avec des meilleurs ouvriers de France, avec des sculpteurs sur glace, des choses comme ça. Donc, il y a des choses très exceptionnelles qu'on va pouvoir découvrir sur cette belle journée. Et l'échange, parce que, encore une fois, on a les valeurs communes et on a des émotions à échanger, des regards parfois, et tout simplement profiter de ce moment-là pour faire la fête. C'est un moment de fête, c'est une Coupe du Monde, par exemple. C'est une Coupe du Monde. Je voudrais que je pose la question à Géraldine. J'imagine qu'elle a dû prévoir effectivement l'aspect photographe, vidéo, tout ça, j'imagine. Hein. Vous savez, vous, ou pas du tout? Alors, à notre niveau, au niveau des équipes El Picto, on fait venir quelqu'un qui s'appelle Elvire Brugne, et qui est très investi de la cause de l'autisme également à titre personnel, qui travaille sur des aspects de communication, d'accompagnement de réseaux sociaux, etc. Et qui va venir partager avec nous cette belle après-midi du 27 mai. Et on aura l'occasion justement, nous, de partager par des Facebook Live, par des petits instantanés, les moments et les grands moments qu'on va partager tout au long de cet après-midi. Et parce que par finalement cette capture du moment présent, l'idée c'est de pouvoir la conserver et de la rendre persistante, et c'est encore une fois là le grand sujet. Oui, très bien. Là on se rejoint là. Bon, vraiment, c'est vraiment très bien. Alors, j'ai une autre question, Anthony. Lorsque Géraldine vous a proposé d'entrer dans ce projet, donc c'est un monde culinaire. Quelle est votre approche de ce monde? Quelle est votre expérience de ce monde? Moi, j'ai une expérience de bout de chaîne. J'ai une expérience d'assiette. Ce qui est déjà très important, hein. Oui. J'ai entamé une démarche assez importante de Tour de France, des meilleurs restos et des meilleurs artisans. Donc aujourd'hui, ouais, si mes parents m'entendaient, je suis un grand mangeur. J'ai toujours été un grand mangeur. J'adore le goût. J'adore les belles choses, les bonnes choses. Et donc, effectivement, moi, la Coupe du Monde, ça me fait découvrir un univers que je n'imaginais pas. Alors, je me doutais que pour préparer le pain et qu'il soit prêt à 7 heures du matin, il faut que le boulanger se soit levé quelques heures avant. Je me doutais de tout ça. Mais là, cette fois-ci, je vais avoir cette belle chance et cette grande chance de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre quelle passion, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une vie, on se dit, moi, je vais vivre en décalé par rapport aux autres. Oui. Vous voyez? Donc, dans cette notion d'échange, c'est ça que je recherche. Et voilà. Après, Géraldine c'est ce que je ressens. Elle me l'a demandé et c'est venu tout naturellement. El Picto est quelque chose qui l'a particulièrement touché. Et ouais, voilà. Le simple fait d'être présent ce jour-là, c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous. On va pouvoir découvrir un nouveau monde. Oui. Et ce qui est important, je trouve, dans ce monde-là, c'est que ce sont des gens passionnés par leur métier. Ils ont vraiment la passion. Ils ne se posent pas de questions. Oui, ils se lèvent tôt, ils se lèvent à 4 heures du matin, 3 heures du matin. Ils sont vraiment tous passionnés. Et ce sont des gens, des personnages qui ont des choses à dire. J'ai un petit peu discuté l'autre jour avec Sylvain Hervieux, que nous allons recevoir dans le cadre de ce podcast mardi. Nous allons faire l'enregistrement. Et je lui disais, Sylvain,
ce que j'aime bien dans les épisodes du podcast, quelle que soit la personne que je reçois, c'est de faire passer le message de la passion de ce que l'on fait, pour que nos jeunes se disent ah mais alors la passion ça existe. Et pour moi c'est un grand thème de réflexion. Alors les gens qui m'écoutent maintenant, peut-être ils doivent dire il commence à nous barber avec son truc, mais je trouve vraiment très très important parce que j'ai l'impression que parmi nos jeunes il y a quand même un déficit peut-être de repères, un déficit des pratiques meilleures que d'autres, et il me semble que quand on leur passe les messages comme vous le faites, avec passion, on dit mais cette personne, cette dame, ce monsieur ne se pose pas du tout de questions. Il se demande pas est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire. Il le fait parce qu'il est passionné par son truc. Et quel que soit le domaine, que ce soit monter un moteur d'avion, de fusée, ou faire une chocolatine, ou un pain au chocolat, ou faire une baguette, ou mettre en place une assiette, ou faire un cassoulet, peut-être un peu différent. C'est ça la magie de la création, dans l'idée du partage, de la transmission, et de dire voyez ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, j'ai une Denis. J'ai une question. Enfin, c'est plutôt une suggestion, plus qu'une question à demander à Anthony. Tout à l'heure, il y a cet élément de découverte, enfin, disons de redécouverte, bien sûr, en tout cas de prise en vraie considération de cette notion de temps. Alors, est-ce qu'il existe déjà ou est-ce qu'il existera un picto qui pourra essayer de traduire justement alors on va le dire un peu un terme compliqué mais compréhensible, cette espèce de maturation nécessaire entre la préparation et le résultat. C'est une suggestion. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça va être créé pour l'occasion, justement, pour traduire le temps? Alors, pour traduire le temps, justement, la notion du temps est un paramètre assez important dans le monde de l'autisme notamment. Il faut savoir qu'avec El Picto, par exemple, on va être en mesure, comme on est capable aujourd'hui de dire est-ce que tu veux manger une chocolatine et de proposer une interface dans laquelle on répond oui et non. C'est-à-dire qu'on a intégré une analyse du langage naturel pour identifier qu'on était dans le cadre d'une intention de question. On est aussi capable d'utiliser des phrases du type « tu regardes la télé pendant 15 minutes, puis tu viens manger ». Et donc, l'idée, c'est que dans le quotidien de la vie, on est capable, avec notre écran, de proposer un pictogramme qui dit « tu regardes la télé », une barre de progression qui, pendant 15 minutes, va être consommée, et au bout de 15 minutes, un changement d'écran pour dire maintenant, il est l'heure de venir manger. L'intérêt ici, il est triple. On donne de l'autonomie aux jeunes, on va donner une notion, une appréhension du temps, et on va donner du répit aux parents. On va faire en sorte que le papa ou la maman qui sont en train de préparer le repas puissent le faire dans un confort et dans un petit moment de répit. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer cette notion du temps tout en restant dans quelque chose de très naturel. Mon but, quand je conçois El Picto, qui est pas parfait, il y a encore plein de choses à faire pour améliorer les choses, mais c'est vraiment de faire en sorte que, naturellement, en parlant, avec ce que je sais faire, avec mes mots, finalement, le système soit capable de me comprendre et d'adapter et de transmettre l'information, cette fois-ci non plus sous forme de mots et de flux verbal, mais sous forme d'images et de petits subterfuges, en quelque sorte, pour faciliter la vie. Voilà, et c'est vraiment la constante, c'est faciliter la vie de nos utilisateurs et faciliter la vie de l'ensemble des gens qui gravitent autour de ça. Mais parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses à gérer chaque jour, il y a tellement de choses à gérer dans la vie, dans le quotidien, que si on est en capacité, ne serait-ce que de venir mettre un petit peu de réconfort et transformer des moments qui auraient dû être des moments de trouble vers des moments mais même d'échange. Moi, j'ai des mamans qui me disent mais mon gamin, il a de suite compris. C'est-à-dire que dès que je sors la tablette, mais il a compris qu'on va rentrer en interaction. On n'a pas lancé encore El Picto, on a juste sorti la tablette. C'est extrêmement important. Et
Et ce dont on se rend compte, voilà, c'est des choses qui sont que je ressens et que j'ai pu partager, et c'est quelque chose d'hyper enrichissant pour moi. Des mamans qui me disent, mais il a des interactions, on a développé quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ouais. Vous voyez? Ouais. Et un geste parfois, un regard dans d'autres. L'idée, c'est vraiment voilà, filer un coup de main. Ouais. C'est vraiment un outil. Oui, donc la question du temps était vraiment appropriée. Ouais. Oui, absolument. Absolument. Ouais. C'est vraiment un outil qui facilite grandement la communication et comme vous venez de nous l'expliquer, qui a même instauré des dialogues qui n'existaient pas. Oui. Ça, c'est formidable. C'est vraiment génial. Je n'avais pas cette dimension-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Parce que c'est vrai que parfois les parents disent, mais comment est-ce que je peux faire pour entrer en communication? Eh bien, grâce à cet outil, il nous permet de créer une interaction qui n'existait pas. Ça, c'est vraiment et c'est surtout la création d'une équipe. Ouais. C'est-à-dire que le fait à un moment donné, autour de l'enfant, faire en sorte que les parents, les professionnels, les instituteurs, et je vais même aller plus loin, c'est que je travaille avec une société de transport. Vous savez, quand vous avez un jeune qui doit aller à l'école, qui doit aller en institution, qui doit aller dans les familles, ce sont des points géographiques distants, et pouvoir aller d'un point A à un point B, à un moment donné, il faut un véhicule pour transporter. Et là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des initiatives pour faciliter la compréhension au sein de ces véhicules. Trouver un moyen pour que, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, dès lors qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui est hors du commun, qui sort du quotidien, je sais pas, moi je suis en train de prendre la voiture et il y a un bouchon devant moi, mais de faire en sorte justement tout simplement exprimer ce que j'aurais dit moi tout simplement avec les mots. T'inquiète pas, il y a un bouchon, on va arriver dans 5 minutes. Exprimer cette information-là de manière complètement différente et de manière complètement persistante pour que quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, l'information elle puisse transiter. Alors c'est vraiment important ce que vous venez de dire parce que justement je discutais l'autre jour avec un ami qui est taxi et il devait aller chercher un enfant autiste à la sortie de l'école. Il y a eu justement un bouchon, il est arrivé avec 5 minutes de retard. Le gamin lui a dit « Tu as 5 minutes de retard ». Oui. C'est vraiment typique. Vous êtes en plein dans le sujet. Vraiment bravo. On essaye de voir, d'ouvrir un peu les horizons, d'essayer d'identifier dans la vie qui est pas tout le temps très simple, d'essayer d'identifier les petits endroits où on va pouvoir intervenir. On a des projets plein la tête. Après, encore une fois, l'idée c'est que on puisse trouver et découvrir les moyens et les ressources qui permettent d'aller jusqu'au bout de chacune de nos idées. Ouais. Il y a des acteurs du monde de la vie publique qui nous accompagnent, qui passent énormément de temps à parler de nous, à essayer de trouver des solutions pour financer l'ensemble de ces solutions-là. Et voilà, c'est aujourd'hui ce que je fais, c'est de réussir à rassembler au même endroit les ressources en termes de finances, les ressources en termes de bras, pour faire en sorte qu'on trouve les meilleurs moyens, les meilleures technos, les meilleures solutions à apporter dans un monde, pour un monde un peu plus inclusif. J'ai vu que vous étiez allé dans la Silicon Valley ou à Los Angeles pour présenter El Picto. Comment ça s'est passé outre-Atlantique? Alors, c'était à Las Vegas. À Las Vegas, pardon. Pour le CES de Las Vegas, qui est la grand-messe en fait de toute la technologie, tout ce qui est ultra tendance en termes d'intelligence artificielle, de blockchain, de nouvelles solutions digitales est présentée en avant-première là-bas. Alors comment ça s'est passé? C'est un endroit juste inimaginable. Faut imaginer un monde incroyable. Un nombre d'exposants juste incroyable, un nombre de Français exposants. Alors ça, j'ai entendu qu'il y avait énormément de Français. Oui, deuxième représentation.
deuxième représentation derrière les États-Unis. Ouais. Ce qui est juste énorme. Pour un pays comme le nôtre, c'est juste énorme. Ce qui veut dire qu'il y a un nombre d'idées au mètre carré qui est juste unique. Ouais. Après, je vais essayer de pas être trop critique non plus, mais si je devais schématiser, il y a à boire et à manger en fait. Ouais. D'accord. Donc, il y a de belles grandes choses. Il y en a d'autres qui sont juste là pour être là, quoi. Mais est-ce que vous avez été bien accueilli? Est-ce que le produit a été remarqué? Oui. En fait, on est allé s'assurer de ce qu'on savait déjà. On est allé confirmer que l'autisme est quelque chose qui a un intérêt, qui est présent là-bas, qui a des démarches d'amélioration du quotidien également. Donc, on a eu des échanges. Je vous dis, Las Vegas, moi, j'ai eu des échanges. J'étais au bord des larmes avec certaines mamans qui venaient me voir, qui me disaient, mais on vous attend. Venez nous voir. On traverse on attendait que vous traversiez l'Atlantique. Donc, oui, c'est un moment énorme. On a eu un accompagnement de par là. Alors, on y est arrivé avec la région Occitanie, qui a fait un travail juste fabuleux pour accompagner les startups, avec la French Tech notamment, où on avait un pavillon qui était, mais c'était la première chose qu'on voyait quand on entrait au CES. Donc, c'est dire le travail qui a été réalisé par toutes ces équipes-là. Donc, oui, un super accompagnement, des échanges magnifiques avec des locaux, avec des gens d'un petit peu plus loin. J'ai eu des échanges assez généreux avec des gens qui venaient du Japon, des gens qui venaient d'autres pays asiatiques. J'ai eu des échanges énormes et fabuleux avec des Français. Voilà, il faut traverser parfois et faire quelques milliers de kilomètres pour échanger avec des gens qui étaient tout bêtement dans la même ville que moi, ou parfois qui étaient à Montpellier. Enfin voilà, vous voyez, c'est une occasion unique finalement de faire s'arrêter le temps. C'est une constante dans ce podcast, mais de faire arrêter le temps, de pouvoir dire ok, on est là. Qu'est-ce qui va se faire de nouveau dans l'année à venir, dans les mois à venir, et comment on peut faire en sorte d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer les conditions. Ouais. Alors maintenant, soyons pratiques. Comment fait-on pour avoir El Picto en main? Alors très simple, on a un téléphone sous Android ou sous Apple. On va sur le store, sur le marketplace, sur donc le Google Play ou l'Apple Store. On télécharge El Picto, on crée son compte et c'est parti. On crée un compte avec un mois d'utilisation gratuite qui permet de découvrir ce qu'est l'outil, de le prendre en main. On est aussi à dispo, c'est-à-dire que sur contact@elpicto.com, on est en interaction avec les utilisateurs qui nous posent des questions, qui parfois ne comprennent pas tout à fait certaines fonctionnalités. Donc, on est en interaction aussi avec eux pour les accompagner. J'en ai régulièrement au téléphone aussi, des papas, des mamans, des orthophonistes qui veulent améliorer un petit peu leur quotidien. Et au bout de ce mois-là, mais en fait, El Picto, c'est un abonnement qui est de l'ordre de 6 € par mois. D'accord, très bien. Oui, je voulais vous poser la question tout à l'heure, faisons un petit retour arrière, de l'appréciation de El Picto parmi les professionnels. Vous avez parlé des orthophonistes. Est-ce que le monde médical admet ce produit, pense que ça peut les aider? Alors, on est vraiment sur un outil de communication. Donc, on va s'adresser à un public qui est, dans un premier temps, les familles, tout simplement. Dans un second temps, le monde scolaire, avec forcément un grand intérêt de pouvoir rendre persistant des consignes. Par exemple, quand je dis tu prends la feuille, tu la découpes, tu la colories et tu la colles, ces 4 étapes-là, il y a une partie des élèves qui sont dans la classe qui vont pouvoir les intégrer, les imprégner et les réaliser. Et pour tous les autres, à un moment donné, ils vont s'arrêter, ils ne sauront plus quoi faire. Donc, l'idée de pouvoir rendre ça persistant sur un écran, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, ce public-là est très envisagé pour l'utilisation des Picto. Et on travaille également avec des psychologues, avec des orthophonistes. Il y a aussi des travaux très cohérents avec des psychomotes, des gens qui travaillent sur l'appréhension de l'environnement, encore une fois, pour pouvoir faciliter la transmission de consignes. Et ensuite, voilà, après, on est une société assez jeune, vous voyez. C'est-à-dire que l'application, même si elle est
disponible sur les marketplaces depuis quelques mois. On est une société assez jeune. On n'a pas encore totalement découvert, même si on a déjà un éventail assez large des possibilités. On n'a pas encore découvert l'intégralité des possibilités permises par ce nouveau mode de communication. On va en découvrir. Après, on a travaillé notamment l'année dernière, on a présenté El Picto dans le cadre de l'Université de la e-santé à Castres, où justement l'objectif était de pouvoir, par un moyen détourné, poser la question, par exemple, comment vous sentez-vous, et proposer une interface dans laquelle quelqu'un va pouvoir dire ok, je me sens bien, je me sens pas bien, et ainsi de suite. Donc, dans le monde médical, effectivement, au sein d'un hôpital, ça peut avoir aussi de la valeur. Évidemment, pour nous, ça paraît absolument évident, mais parfois, il y a, entre guillemets, des chapelles, et bon, il y a un long chemin pour que les choses soient admises. Oui. Denis, as-tu quelque chose Moi, je voulais simplement, j'ai noté quelque chose qui est exceptionnel. Hein. C'est un petit peu, c'est pas pour résumer ce qui a été dit, parce que ça ne peut pas, parce que il y a permanence et il y a découverte permanente. Mais ce que j'ai aimé, c'est ça. Instaurer des dialogues nouveaux, inventer des échanges nouveaux. C'est ça l'important. Ça, je trouve ça magique, quoi. Et c'est bien parce que ça nous met vraiment tout petits que nous sommes, et de voir qu'on a encore énormément de chemin possible, énormément de progression possible. Et ça, c'est important de le souligner, quoi, parce que instaurer des dialogues nouveaux, waouh. Waouh, ça quel bonheur, je pense, en retour. Oui, surtout que ce sont des dialogues qui s'instaurent alors qu'on ne pensait pas forcément que c'était possible. Oui. C'est le but. En fait, ce qu'on essaie de faire, alors à notre niveau, c'est que le dialogue, il est possible aujourd'hui grâce à des procédés. On a parlé des pictogrammes plastifiés, des pictogrammes qu'on vient scraper. Donc, le dialogue, il est possible, mais bien souvent, il est possible que parce que, à un moment donné, la personne qui va employer ce matériel a, en quelque sorte, une prédisposition à l'utilisation de ce type de matériel. Donc, ça va être les familles, ça va être les professionnels. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est, dans la mesure du possible, pouvoir ouvrir le dialogue, pouvoir faire en sorte que, on parlait de créer de nouveaux dialogues, c'est de faire en sorte que, justement, cette communication qui est relativement possible dans les familles, qui est relativement possible dans les institutions, qu'on la rende relativement possible partout. Oui, c'est universel. Le mot, c'est universel. Il n'y a pas besoin. C'est ce qu'avait dit une fois, peut-être qu'il l'avait repris, mais Charles-Élie Couture avait dit justement, le langage est autoritaire. Et on peut ne pas comprendre le langage, on peut ne pas comprendre l'écrit, on peut ne pas comprendre. Il disait que l'image, c'est quelque chose. Il donnait l'exemple des peintures rupestres. Il disait l'image 25 000 ans après, on la comprend. Et donc, il y a un dialogue qui peut s'instaurer, il y a une compréhension immédiate. Et ça, El Picto fait partie justement de cette recherche, quoi, et de ce côté universel. Et ça, waouh, waouh, extraordinaire. Anthony, voulez-vous rajouter quelques informations, quelques réflexions? Oui, alors je vais juste parler d'un sujet que j'ai pas du tout abordé, ou du moins à mon sens insuffisamment. C'est le travail réalisé par les équipes d'Impact, l'association basée à Toulouse, donc pilotée par Karine. Moi, je voulais juste dire que je suis épaté par leur courage. Je suis épaté par leur investissement au quotidien pour accompagner tous ces jeunes. Je suis épaté par l'entrepreneuriat de Karine Mantoulan, par sa capacité à avoir une idée à la minute. Je suis épaté par le travail qu'elle réalise pour permettre une meilleure inclusion professionnelle. Et notamment, si vous êtes le 27 mai à Toulouse pour la Coupe du Monde de la chocolatine, faites un petit crochet par le magasin qui s'appelle 8OA, qui est un magasin associatif qui a été créé par les équipes d'Impact et qui permet, donc qui est un magasin de jouets, des jouets particuliers, c'est des jouets à destination de ces jeunes qui vont permettre
d'améliorer les aspects cognitifs et ainsi de suite. Donc, faites un petit crochet par ce magasin-là. Il a la particularité d'être piloté et dirigé par des jeunes, par un jeune autiste. Il a cette particularité d'être un laboratoire et un tremplin pour ces jeunes et les amener vers le monde professionnel. Donc ça, c'est le genre de belles initiatives qui devraient fleurir de manière quasi systématique dans chacune de nos villes pour faire en sorte que, encore une fois, c'est pas parce qu'on est autiste que c'est fini et on peut pas aller plus loin. On est là, même si parfois c'est imparfait, on est là pour aller encore un pas plus loin et un pas plus loin. Et donc, il y a des initiatives telles que celle-là qui permettent à un moment donné de contribuer à la création d'un monde meilleur. Alors, redites-moi le magasin, le Litoa. Witoa, W-I-T-O-A, qui est un magasin qui est dans le quartier des Minimes à Toulouse et qui voilà une belle structure, un bel endroit. D'accord, pour que nos amis puissent aller découvrir ce magasin. Et je ne manquerai pas d'aller y faire un tour, évidemment. Anthony, je vous remercie vraiment beaucoup de tout ce que vous avez dit, des messages que vous avez fait passer, des informations que vous avez données, qui seront bien sûr très utiles aux gens qui vont nous écouter. Et on peut inviter le plus de monde possible à venir le 27 mai à Toulouse, à l'hôtel Palladia, après-midi, pour vous découvrir la chocolatine bleue et découvrir tout le travail qui a été fait qui sera fait à cette occasion et qui va mettre en valeur toutes ces équipes, tous ces professionnels qui ont énormément de choses à dire. Merci beaucoup, Anthony, et nous, on se voit le 27 mai. Dommage que Denis, tu ne puisses pas venir. Mais je suis rempli de voilà. Oui, mais je te passerai tout ce que j'aurais vu. Merci beaucoup. Attentivement. Ouais. Merci Anthony. Merci Anthony. À très bientôt donc. À bientôt. Merci encore infiniment, Anthony. Notre discussion a été un grand moment de partage d'informations, d'explications et d'émotions autour de El Picto. Alors, mes amis auditeurs de ce podcast, si vous avez écouté ce bel épisode, faites-nous vos commentaires sur votre plateforme d'écoute ou sur mon adresse mail claudecarin@gmail.com ou la page Facebook podcast Les Amis de la Fête de la Gastronomie. Pour le prochain épisode, je recevrai monsieur Sylvain Herviot, toulousain, boulanger, formateur et président du jury du championnat du monde de la chocolatine qui se déroule le 27 mai à l'hôtel Palladia à Toulouse. Je vous remercie infiniment d'être à l'écoute de notre podcast. Merci à vous et à très bientôt pour l'épisode 12, qu'il ne faut pas rater. Anthony Allebé est un fan de Genesis et nous l'accompagnons volontiers dans l'écoute de Invisible Touch. Le slogan d'Anthony est « Avec El Picto, nous rendons l'invisible visible, nous imageons les mots ». At this point in the evening, we are going live all the way across America and Canada for the American Music Awards. So let's show them what you can do, Cleveland. This is called Invisible Touch. Thinking nothing
just the same. Now I know she's got a built-in ability to take everything she sees. Now it seems I'm falling for her. She seems to have an invisible touch. She's in right by holding your heart. An invisible touch, it's control. Soon to tell you apart. She seems to have an invisible touch. She seems to have an invisible touch. She seems to have an invisible touch. She seems to have an invisible. She seems to have an invisible touch. Yeah, 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 yeah. She seems to have an invisible touch. Yeah, 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 yeah. She seems to